Alors bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être venus nous rejoindre aujourd'hui pour une 11e conférence du cycle Patrimeta pour cet exercice 2025. 11e épisode, ça fait déjà quelques épisodes passés. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet qui nous paraissait particulièrement intéressant compte tenu du contexte économique. On va essayer de parler des fonds datés. Alors, depuis maintenant au moins 2 ans, les fonds datés connaissent un engouement remarquable, si ce n'est pour dire plus. Portés par un contexte de taux élevé, ils ont su séduire les investisseurs en quête de visibilité, de rendement et de simplicité. Mais ce succès est-il durable? Donc c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et quelles alternatives émergent dans un environnement de taux en mutation multiple? Donc c'est ce qu'on va évoquer aussi au cours de ce débat. Alors, on a titré cette conférence Gestion obligataire, contexte de taux, portage, alternative. Faut-il revoir nos convictions? C'est surtout le dernier morceau de phrase qui est intéressant. Est-ce qu'il faut revoir nos convictions aujourd'hui ou trouver des alternatives à ces fonds datés qui nous ont aidés pendant les années précédentes? Et on va revenir donc tout au cours de ce débat, à la fois sur le contexte macroéconomique actuel. On va parler de taux, on va parler d'inflation, on va parler aussi surtout d'incertitude. Donc tout ça qui façonne vos choix d'investissement obligataire. On va explorer les moteurs du succès des fonds datés, bien évidemment. Et ensuite, on analysera les caractéristiques techniques d'un millésime récent, puisque des fonds datés arrivent encore aujourd'hui avec une forme qui est un petit peu différente de celle qu'on a connue par le passé. On pourra en parler très largement. Et puis, on élargira la réflexion à des solutions alternatives. Et là aussi, ce qui vous permettra de juger de la pertinence en fonction des profils de vos clients sur les solutions apportées dans le cadre de ces débats. Alors, pour ce faire, on a la chance d'avoir Cédric Marc aujourd'hui avec nous qui va Bonjour. animer ce débat. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal. Merci de relever le gant sur ce sujet. Et puis qui va animer cette conférence avec deux intervenants que vous connaissez tous et avec deux très belles maisons qui sont spécialisées sur ce type de solutions. Alors, vous avez Adrien Barbanchon, que vous avez sûrement connu, qui est le directeur commercial distribution pour MNJ Investment. Bonjour Adrien. Pascal, bonjour Cédric, bonjour Rodolphe. Et puis vous avez Rodolphe Courvasier, qui est le gérant obligataire du fonds Ecofi Optime 31. Donc voilà, on a déjà donné le nom du produit qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est un fonds qui est porté par la maison Ecofi. Donc bonjour à vous tous, bon débat. Bonjour Rodolphe. Cédric, je vous laisse le ballon, faites-en bon usage et puis à vous la main. Ah donc il faut y aller. Ça y est, on est bon? Bon. Eh bien, en tout cas, moi, je suis ravi, sincèrement, de parler d'obligataire parce que j'ai besoin, comme bon nombre de mes confrères, d'avoir un petit peu plus de lisibilité. Et force est de constater que sur les 2 dernières années, l'obligataire à travers les fonds datés, on a connu pour nous, CGP, j'imagine aussi pour vous, cette gestion, une période bénie où c'était facile, lisible et facilement explicable, je dirais, aux clients. Alors, pourquoi j'en ai fait des fonds datés dans le passé et pourquoi j'ai fait pas mal d'obligataires juste après fin 2022 après la guerre en Ukraine? Parce que on avait une inflation on supputait qu'elle allait diminuer et on avait l'investment grade qui rapportait à peu près 5%. Merci de me contredire si c'est pas le cas. On avait du high yield qui rapportait à peu près 7% et on espérait que l'inflation allait diminuer et on allait avoir un portage sur une durée de 3, 4 ou 5 ans qui serait supérieur à l'inflation lors de la souscription. Moi, j'ai besoin aujourd'hui d'avoir un peu plus de visibilité parce que lorsqu'on voit que l'OAT ce matin, l'OAT ça fait 3,25, l'Allemagne du 10 ans c'est 2,59,
On est légèrement au-dessus de 4% pour les États-Unis. J'aimerais bien, et question à tous les deux, donc Adrien ou Rodolphe, commençons là-dessus. On peut se faire un tour d'horizon macro et de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques mois et puis quelles sont les perspectives à retenir compte tenu de vos prestigieuses maisons. Alors, qui commence? Bah, je peux commencer si vous voulez sur la partie macro, taux, inflation. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, Cédric, on a eu une formidable fenêtre crédit. Pourquoi? Parce que les taux avaient fortement augmenté, les taux d'État dus à l'inflation, et ça avait aussi par de même augmenté les spreads de crédit, donc les primes de risque offertes par les entreprises, parce qu'elles se refinançaient à des taux plus élevés. Donc ça augmentait les charges, ça offrait une très belle fenêtre. On va voir l'État aujourd'hui. Pour nous, tout ça, c'est un petit peu resserré. Pourquoi? L'inflation s'est stabilisée, a quand même grandement baissé. On était sur des perspectives d'inflation 5-7% suivant les zones. Et aujourd'hui, on est plutôt à 2-3% suivant les zones. Et avec pour nous des indicateurs qui maintiennent l'inflation à des niveaux maintenant un peu plus bas que ce qu'on a connu sur 2-3 ans. Donc, on va voir les catalyseurs. Ce qui est important, c'est que globalement, on a une croissance aussi qui s'est stabilisée, qui s'est calmée et effectivement moins inflationniste. On a aux États-Unis des taux qui ont baissé récemment. La Fed qui a eu les premiers indicateurs vecteurs avancés qui lui permettaient d'acter d'une baisse des taux. En Europe, les taux ont baissé beaucoup plus tôt et maintenant on a quelques difficultés de croissance. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi les taux baissent. Tout d'abord, on a une économie tout de même aux États-Unis qui va moins bien. Il y a eu des signes assez négatifs en termes de chiffre de création d'emplois. Normalement, les États-Unis doivent générer à peu près 200 000 créations d'emplois par mois. Et là, dernièrement, il y a eu des chiffres révisés à la baisse qui étaient plutôt entre 22 et 80. Donc, c'est des niveaux extrêmement bas qui sont plutôt inquiétants. Ça crée des demandeurs d'emploi. C'est un signal important aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'un demandeur d'emploi a moins de pouvoir de consommation, donc consomme moins et est moins inflationniste. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que suite au Covid, il y avait des réserves de cash colossales qui ont été accumulées par les ménages, qui ont été dépensées. C'était les chèques de soutien, en quelque sorte. Les ménages, ensuite, ont profité à l'époque de taux bas pour s'endetter, ont désépargné et changé très facilement de job et donc bénéficiaient de hausses de salaire. Tout ça, c'était un phénomène très consommateur, très inflationniste, qui pour nous s'est tari aujourd'hui, puisque moins de changements dans les emplois, moins de hausse de salaire, moins de cash à dépenser, des niveaux d'endettement élevés avec des charges financières. Donc tout ça, ce sont des indicateurs pour nous avancés de baisse de la consommation. Et la consommation, ça reste 70% de la croissance et du PIB US. Donc quand on regarde les marchés regardent les US et les US sont à 2/3 tournés vers leur consommateur local. Et aujourd'hui, le seul indicateur qui restait assez élevé au niveau de l'inflation et qui contribuait positivement, c'est aux États-Unis, il y a une composante très forte des loyers dans l'inflation. Et effectivement, quand les taux avaient augmenté, c'était beaucoup plus difficile d'accéder à la propriété. Donc, il y avait plus de locataires. Les indices des prix à la location ne sont pas du tout capés aux États-Unis de la même façon. Et donc, les loyers augmentaient assez fortement, créant de l'inflation. Et là, on a des prix immobiliers qui baissent, des taux qui baissent, donc des loyers qui baissent. Et ça met encore 12-15 mois. Donc, on a tous ces indicateurs qui sont plutôt vers une baisse pour nous de l'inflation. Et effectivement, une économie qui va moins bien, donc la Fed qui a toutes les raisons d'acter d'une baisse de taux. Alors, on ne sait pas s'il y en aura 2 ou 3 d'ici la fin de l'année. Certains estiment plutôt qu'une seule. Ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme, on s'oriente vers des baisses de taux parce que le ménage en a besoin, les entreprises en ont besoin. On voit les premiers signes de stress, de refinancement, de restructuration de dette. Et ensuite, Trump, il a une économie qui a 6% de déficit, qui refinance en 2025, c'est 20%, 25% de sa dette. C'est à peu près 10 000 milliards qu'elle doit refinancer à des taux beaucoup plus élevés. Donc, ça va créer du déficit. Et aussi, les Trump tarifs, les barrières douanières sont un impact. Alors, ça va être des recettes s'il arrive à les mettre, mais surtout, ça ralentit la croissance. Et donc, ça crée du déficit. Et ça, si on laisse faire, on a une économie américaine, un budget qui va être en déficit de 7-8% dans 1 an, 18 mois. Et ça, les marchés commencent à le regarder et à s'en méfier. Et c'est pour ça que la Fed est mise sous pression et les trésoreries, les taux d'État US aussi.
Donc, nous, on acte plutôt vers une stabilisation de la croissance, resserrement de l'inflation, et donc une Fed qui a les mains libres pour agir. Rodolphe, qu'avez-vous, selon votre prisme et la maison que vous représentez, comme élément complémentaire à apporter? Oui, bah déjà, on peut parler un peu plus sur l'Europe. On a un événement assez important qui s'est passé l'hiver dernier. C'est l'annonce du plan de réarmement et d'infrastructure allemande, qui, selon nous, on va énormément soutenir la croissance. Donc, on n'a pas encore vu les fruits. Pour l'instant, c'est simplement un effet d'annonce, mais on devrait voir en zone euro et principalement en Allemagne dès 2026 et au-delà le fruit de ces investissements. Selon nous, on pourrait peut-être avoir quelques pressions inflationnistes de ce côté-là, avec tous ces montants d'investissement qui vont arriver sur le secteur d'infrastructure, sur la construction, sur l'armement et sur par transmission sur plein d'autres secteurs. Mais selon nous, la BCE a très probablement effectué sa dernière baisse de taux. L'inflation bouge, oscille autour des 2%. Donc, c'est relativement stable et c'est ce qu'elle cherche. Donc, pour l'instant, n'a pas forcément besoin de bouger. Et c'est vrai qu'au niveau de la croissance, si on n'a pas forcément de gros trous de croissance d'ici la fin de l'année, on devrait rester sur le niveau actuel. C'est vrai qu'on a un petit peu de volatilité due aux épisodes politiques, notamment en France, hein. Mais ça ne devrait pas forcément faire monter la BCE. Ouais. Mais ça se calme un peu. Merci en tout cas, Rodolphe, de cet éclairage. Bon, vous pouvez un peu nous rappeler quels étaient déjà les avantages liés au fonds daté. Et aujourd'hui, est-ce que ça a toujours du sens de se projeter avec ce type d'outils pour traiter le volet obligataire de nos clients? C'est vrai qu'après plusieurs années de baisse des taux, on a eu pendant quasiment 10 ans des taux qui ne faisaient que baisser pour finir au final négatif, des primes de risque également qui n'arrêtaient pas de baisser. Et c'est vrai qu'en 2022, avec la forte remontée des taux due à la hausse de l'inflation, comme vous l'avez dit, on a eu des taux sur les obligations bien notées qui approchaient les 5%, sur le haut rendement qui approchait les 7%. C'est vrai qu'on a eu des points d'entrée sur les fonds datés qui étaient vraiment très très intéressants. Et il fallait pas forcément avoir une allocation très risquée pour avoir des rendements offerts à 6-7%. On pouvait avoir un fonds avec un mix entre obligations bien notées et au rendement, avec une bonne sélection qui s'approchait des 6,5-7%. Donc l'attrait pour les clients, il est clair. On peut loquer un rendement et rester dans ce fonds jusqu'à maturité et avoir ce rendement jusqu'à la maturité du fonds. C'est vrai qu'avec la baisse des taux récentes couplée à la baisse des primes de risque, on se dit qu'on a peut-être peu autant d'intérêt qu'en 2023 ou en 2024. Mais on se dit qu'avec une sélection de titres intelligentes et en ayant en changeant un petit peu la typologie des fonds datés, en offrant aux clients le fait de pouvoir rentrer ou sortir, en offrant quelques trucs comme ça, et en offrant également des thématiques sur les fonds datés. Donc ça, selon nous, ça peut aussi garder un petit peu d'intérêt pour les clients, ça peut rentrer dans leurs allocations, et avec toujours une allocation avec un mix d'obligations bien notées et de haut rendement, on peut à l'heure actuelle toujours aller chercher des rendements autour de 4,5%, ce qui, quand on regarde les taux de rendement offerts sur les obligations à 5 ans, est assez intéressant selon nous. Donc là, quand vous dites du 4%, on va chercher plutôt c'est de l'investment grade ou c'est du high yield? Alors nous, c'est majoritairement de l'investment grade, mais avec un mix de high yield, avec une bonne sélection sur des titres high yield. On ne va pas forcément aller chercher du triple C pour aller booster le rendement, mais avec une bonne sélection sur du double B ou du simple B, on peut aller booster ce rendement sur des émetteurs qui sont tout de même de qualité. Adrien, pour vous, quelle est dans le contexte actuel,
sur quoi est-ce qu'il faut se tourner sur la partie obligataire actuelle aujourd'hui, dans l'intérêt de nos clients, et compte tenu en plus des conditions de marché qui sont changeantes? Alors, sur quoi se tourner? On pense que l'ensemble du marché obligataire reste attractif. Pourquoi? Parce que vous avez des taux d'État qui restent élevés et donc un rendement taux d'État plus prime de risque qui est confortable. Après, il faut regarder ce qui compose le rendement. Donc, on trouve que la contribution des taux d'État est assez importante. Et après, la prime de risque, donc le spread de crédit, c'est quand même relativement bien resserré pour arriver à des niveaux faibles, qui ne compensent pas toujours pour le risque de crédit. C'est-à-dire que si on regarde l'investment grade, quelles que soient les zones, l'investment grade en classique, donc tout ce qui est triple B et au-dessus, obligations d'entreprise, vous êtes environ à 80 bips, 80 points de base. Et ça compense, on n'estime pas suffisamment pour le taux de défaut historique qui est 2%. Donc 2% de taux de défaut en 5 ans, il vous faut 40 points de base par an pour le compenser, plus la prime de liquidité. Nous, on estime que la juste valeur, c'est 90, 100 points de base. On est descendu en dessous, donc le marché pour nous est bien valorisé. Ce qui veut dire qu'il va falloir des équipes larges d'analystes, pas s'en remettre aux agences de notation, pour être un peu plus discriminant, faire de la sélection granulaire, capter les dispersions de valorisation, des épisodes de volatilité. Ce qu'on expliquait, c'est qu'il peut y avoir des pics de volatilité, donc il faudra savoir se repositionner pour rapporter du bêta au portefeuille à ce moment-là, générer de l'alpha, donc de la surperformance. Il va falloir retrouver de la gestion active et de la flexibilité. Et plus globalement, sur l'univers obligataire, vu que tout est globalement resserré, quelles que soient les zones, les qualités de notation, il faut identifier les gisements qui n'ont pas encore bénéficié de flux massifs des gros investisseurs institutionnels, des fonds indiciels, des fonds datés, fonds à échéance. Et on estime, on identifie 2 gisements sur les 190 milliards qui sont gérés chez MNJ. On gère une partie obligataire, une partie à yield à taux variable, obligataire dette émergente, d'État et d'entreprise. Il y a des rendements qui sont encore assez élevés, où on a des rendements en euros couverts qui peuvent être à 7, en dollars à 9. Donc, ça reste une prime de risque assez confortable qui devrait bénéficier de la baisse des taux, du fait que le dollar est faible. Donc, c'est des stratégies intéressantes. Et aussi, on identifie, nous, une stratégie qu'on met en avant, c'est une expertise qu'on a depuis plus de 15 ans chez MNJ, c'est du high yield à taux variable. Donc, c'est un gisement spécifique. En fait, au lieu de prendre le taux d'État sous-jacent plus la prime de risque crédit, c'est la composante du monétaire plus une prime de risque crédit. Et ça, c'est une classe d'actifs un petit peu plus technique, où il faut des équipes un peu plus spécifiques, qui est moins investie par les gros investisseurs. Il faut des équipes pour les analyser. Nous, on en gère près de 4 milliards chez MNJ. Et là-dessus, on a des primes de risque de crédit qui sont beaucoup plus élevées. On est à peu près à 380 points de base sur le high yield à taux variable européen, contre 260, 280 pour le high yield taux fixe européen. Donc, on embarque plus... Adrien, vous faites référence au fameux fonds de votre gamme qui s'appelle Global Floating High Rate, c'est ça? Global Floating Rate High Yield, exactement. Okay, c'est du high yield monde à taux variable. Donc, ça va être un petit peu différent, mais surtout, ça va être décorrélé des autres classes d'actifs, par exemple, dont Rodolphe, je pense, parle. Donc, ça va être complémentaire dans une allocation. Et surtout... oui. Et est-ce que par rapport, je dirais, quelle différence en termes, je sais pas, de seniorité on peut avoir entre du AI classique et du AI à taux variable? Alors, on touche à un point très important, c'est que quand on achète un indice, on achète en gros un risque crédit, un rendement en face, sans vraiment descendre dans l'allocation, donc dans la gestion active que nos 2 maisons, Ecofi et MNJ, vont apporter. Ensuite, aujourd'hui, je pense que dans une période où les spreads de crédit, on estime chez MNJ de façon indicielle, ne compense pas suffisamment pour le risque de crédit. Il faut aller au-delà de la notation et du rendement. Il faut regarder la seniorité, c'est-à-dire les actifs tangibles qui sont mis en face de la dette en termes de garantie, de collatéraux, que vont être effectivement la seniorité, ce que tu évoquais, Cédric. Ça va être du cash, des biens immobiliers, des brevets, des stocks, des portefeuilles de marque, qui vont permettre de recouvrer, de servir de recouvrement en cas de défaut d'une entreprise. Et aujourd'hui, je pense que c'est la clé, parce que quand vous êtes plus suffisamment payé
pour le risque historique pris, il faut vraiment faire attention aux garanties que vous avez en face. Et ça, maintenant, c'est la seconde phase. C'est ce que vont rechercher les investisseurs. Ils vont aller rechercher ce type d'actifs. Donc, il y aura plus de demandes sur ce type d'actifs. Donc, la loi de marché fera que ça se revalorisera, qu'il y aura plus de flux. Et c'est aussi important parce que votre investisseur qui investit sur l'obligataire, alors il a subi un fort écartement des spreads de crédit dans les années passées, plutôt en 2022, une très forte hausse de taux en 2023. Donc l'univers obligataire, il y a de la volatilité maintenant. Ce n'est pas l'univers ultra sécure et garanti. Il faut regarder cette volatilité. Et donc être actif pour la gérer. Et en attendant, avant qu'elle se matérialise, il faut de la seniorité pour pouvoir l'encaisser, l'amortir et avoir les réserves à mobiliser pour se réinvestir. Et c'est là où on rentre dans une phase qui va être très intéressante pour des sociétés de gestion active, c'est qu'on n'est plus uniquement dans le portage, on est dans l'arbitrage et la réaction pour générer de l'actif. Et ça, c'est la prochaine phase. Et tout investisseur qui a fortement bénéficié de resserrement de spread sur les fonds datés, il a fait une très bonne chose. Il a saisi cette fenêtre. La fenêtre se resserre progressivement. Il faut se préparer à en saisir d'autres et être plus discriminant dans la gestion pour générer de la performance. Ce que je retiens en tout cas chez MLG, c'est qu'effectivement, vous êtes connu depuis très longtemps comme une société, entre autres obligataire. Aujourd'hui, on parle d'obligataire qui génère de l'alpha. Rodolphe, vous avez lancé il y a quelques mois, je crois que c'était en avril, une belle idée qui est, je crois, un fonds daté, mais vous nous expliquerez les subtilités, si vous voulez bien, oui. quant à l'échéance, si elle est fixe ou flexible, sur une thématique que je trouve intéressante, mais je ne dois pas être le seul, à la trouver, qui est sur tout ce qui va être souveraineté économique, dans laquelle on va y inclure digitalisation, défense, sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi, je dirais, ce type de produit et qu'est-ce que ça apporte pour nos clients finaux en termes de sens, de performance et même de différenciation par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché? Oui, tout à fait. On a lancé, comme vous l'avez dit, en avril, le fonds Ecofi Optim 31. Qui est un fonds daté, mais qui a aussi la particularité d'être un fonds qui reste ouvert, donc on n'a pas de période de commercialisation où après on ne peut plus rentrer dans le fonds, où on ne peut plus forcément sortir. Les clients qui ont, suivant leur location, suivant leur vue, peuvent continuer de rentrer tout au long de la durée de vie du fonds, peuvent également sortir s'ils le souhaitent, il n'y aura aucun frais d'entrée, aucun frais de sortie. Et la thématique du fonds, comme vous l'avez dit, c'est la souveraineté européenne. Donc on s'est basé sur la sortie du rapport Draghi qui est sorti il y a à peu près un an maintenant. Au moins vous l'avez écouté, lu, ça c'est bien. Voilà, on l'a écouté, on a essayé de lire, on a essayé justement de cibler les secteurs dont il parlait. Donc il y a une dizaine de secteurs qui ont attrait à la souveraineté. Comme vous l'avez dit, la digitalisation, il y a les énergies vertes, la décarbonation, mais aussi la défense, qui est un gros thème en ce moment. On a le spatial. Donc nous, on s'est dit, on a ciblé ces secteurs-là. On s'est dit qu'il va y avoir énormément d'investissements de la part des pouvoirs publics de l'Union européenne, mais également il va devoir y avoir pas mal d'investissements du secteur privé, donc les investisseurs comme nous, sur l'obligataire. Et ça va amener énormément de flux sur tous ces secteurs-là, et ça va profiter à toutes les entreprises qui sont sur ces secteurs-là. Et c'est nous, là, on va intervenir dessus, pour pouvoir aller cibler des entreprises particulières. Donc on s'appuie également sur une équipe d'analystes qui va aussi nous aider à cibler les émetteurs les plus intéressants, et après voir si on descend dans la structure de capital, est-ce qu'on va aller sur le senior, est-ce qu'on va aller sur le subordonné, quel est le couple rendement-risque au final, comme un fonds obligataire. Et à partir de ça, on va pouvoir aller vraiment cibler les souches qui sont les plus optimales. Et donc ce fonds qui a une maturité à 2031, vu qu'il reste ouvert, nous on se donne aussi la flexibilité d'aller acheter les titres qui sont, s'ils sont intéressants, au-dessus de la maturité finale du fonds, du moment que la maturité moyenne de notre fonds est inférieure au 25 mai 2031, ce qui fait qu'on peut rester flexible, on peut, si on a une forte baisse des taux, forte baisse des primes de risque, on peut effectuer des arbitrages pour essayer de
rebooster le taux de rendement du portefeuille. Donc on arrive à garder, comme je l'ai dit, ces 4,50, 4,55 malgré les primes de risque et les taux qui baissent, les taux qui baissent récemment. Donc, ce qui veut dire, par contre, pardonnez-moi de vous interrompre, Rodolphe, mais ce qui veut dire que concrètement, si j'ai une super opportunité qui se présente échéance 2023, j'ai tout à fait la possibilité d'acheter du papier qui est post 2031. C'est ça, oui. Par exemple, si on a au marché primaire, je vais dire une bêtise, mais un émetteur qui émet une hybride ou une senior à 2033, qui nous, on a le même émetteur à 2030, par exemple, en portefeuille, on va pouvoir faire l'arbitrage et se dire le rendement offert est tellement supérieur par rapport à ce qu'on peut avoir, nous. On va faire l'arbitrage, on va vendre ce qu'on a et acheter à 2033, du moment que notre maturité moyenne du fonds est inférieure au 25 mai 31, ce qui fait que on a des titres, la plupart des titres sont inférieurs à cette maturité au final, mais on a quelques titres qui sont à fin 2031 ou début 2032 dans le portefeuille. En tout cas, moi je trouve que déjà c'est bien de parler d'obligataires aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises, elles ont besoin de financement. Et au moins, on a un acte de contribution au développement de notre activité européenne des entreprises à travers, je dirais, des coups de pouce, que ce soit sur des secteurs thématiques ou sur des secteurs qui le seront un petit peu moins à travers vos deux fonds. Messieurs, à qui en fait s'adressent vos fonds? Adrien, à vous. Bon, à qui en fait ça s'adresse et quel niveau de risque on va associer à chacune de vos solutions, et selon vous, on y met combien de pourcentage je dirais de vos fonds dans nos allocations d'actifs? Alors, je commence. Nous, le fonds, il est SRI 2. OK. Donc, c'est un niveau de notation très bas. Enfin, il y a peu de fonds qui sont SRI 2. On a un rendement embarqué qui va s'adresser à tous les investisseurs qui sont sensibles à un portage relativement élevé, tout en ayant, au final, un certain niveau de seniorité qui fait que ça va mieux traverser des épisodes de volatilité. Le fonds l'a prouvé depuis 12 ans maintenant. Le portage est de 7,1% en euros. Donc, ça va en euros couverts. Donc, ça va intéresser tout investisseur qui était sur des fonds datés, des fonds à échéance qui ont très bien fait leur job, qui ont très bien performé et qui offrent un peu moins de rendement et qui vont vouloir se repositionner, rallonger leur solution d'investissement pour embarquer du rendement, tout en ayant une diversification et une décorrélation avec les autres classes d'actifs obligataires, puisqu'on est corrélé à peu près à 55-60% avec le high yield classique, à 30% avec l'investment grade, et avec les dettes d'État, c'est à peu près 0 à 20%. Dettes d'État US ou européenne. Donc, en ça, c'est un bon outil dans une allocation pour créer une allocation, une agrégation décorrélante et diversifiante. Donc, ça, c'est une brique dans une allocation. Moi, je ne pourrais pas dire par rapport à une allocation totale quel pourcentage, mais au sein d'une allocation obligataire, je pense que ça pourrait représenter 25% de l'allocation obligataire. Peut-être mettre un bloc de dette émergente aujourd'hui, un bloc de dette plutôt investment grade, qui peut encore être daté, de façon à avoir quelque chose de relativement efficient. Donc ça, c'est vraiment le gérant qui va s'orienter, l'investisseur qui va se donner 3-4 ans pour bénéficier de ce rendement élevé, donc un portage qui en plus doit se resserrer, donc gain sur le capital, et apporter une décorrélation. Et notre autre solution, donc ça pourrait être sur la dette émergente ou pour générer de l'alpha, c'est plutôt un investisseur qui estime que tout est relativement resserré, qui veut être prudent, plus défensif, vraiment limiter la vol et confier un mandat à un gérant qui va être beaucoup plus flexible entre investment grade et high yield et toute zone géographique pour piloter l'exposition. Et ça, c'est notre autre fonds, Total Return Credit Investment, qui est un fonds de perf absolu. Donc, perf absolu très prudent pour plutôt saisir les opportunités sur la volatilité, et le Global Floating Rate High Yield, donc embarquer un portage et avec une faible volatilité.
Et puis et une qualité de crédit au sein du titre meilleure, puisque vous avez une seniorité plus importante. Alors actuellement, il y a double B et seniorité, on est à peu près à 86-90% de dette senior. Okay. C'est intéressant ce que vous dites, Adrien, parce que moi, pour ma part, ça me permet de faire, en vous écoutant, une révolution par rapport à mon prisme obligataire. Non, mais c'est intéressant parce que ça va me permettre de me plonger d'une manière plus approfondie sur ce que vous proposez, maintenant que j'ai bien et, je l'espère, et mieux compris, votre offre. Rodolphe, même question. À qui ça s'adresse? Qu'est-ce qu'on peut espérer selon vous comme rentabilité? Et puis, et selon vous, alors c'est pas une question facile, cette poche-là, elle doit représenter combien d'un portefeuille obligataire? Oui. Alors, ce serait plus pour un investisseur qui est plutôt couplé par exemple, à un fonds euro qui n'a pas forcément envie non plus de dégrader la qualité de son portefeuille, dans le sens où la notation moyenne du portefeuille, ça reste investment grade, on est triple B ou triple B-. La série 2 également, c'est article 8. Et donc, ce serait plutôt un fonds qui est également là pour booster le rendement sans forcément dégrader la qualité de crédit du portefeuille et avoir toujours une allocation qui reste investment grade avec une sensibilité au risque de taux qui est aux alentours de 4,5, 4,7. Donc plutôt moyen terme, sans forcément, voilà, on a parlé au tout début des incertitudes qu'on peut avoir sur les taux, sans forcément aller trop loin et avoir des mouvements trop forts sur dû au groupe de taux. Et après, au niveau de l'allocation, c'est vraiment en fonction de votre risque, mais comme j'ai dit, ça reste une allocation investment grade. Donc couplé à un fonds investment grade ou un fonds euro, on peut mettre une allocation assez conséquente justement pour booster le rendement. Comme je dis, 4,55, c'est le rendement à fin septembre. C'est un rendement niveau de rendement qu'on arrive à garder relativement stable avec notre gestion active. Donc, c'est un attrait à ça. C'est bien, c'est bien. Où est-ce qu'on peut acheter, Adrien et Rodolphe, vos fonds? Je sens qu'ils vont me dire partout. Mais non, mais, voilà, voilà. Vous avez fait ma réponse. Il est référencé dans la plupart des assureurs. Mais en tous les cas, les investisseurs peuvent se rapprocher de nos équipes commerciales qui restent disponibles pour toute question et qui les redirigeront la meilleure des façons pour pouvoir acheter le fonds. Donc, ce qui veut dire que depuis 6 mois, depuis sa date de lancement, il fait quelle taille? Une centaine de millions d'euros? Il fait 110, 115 à l'heure actuelle. Donc là, malgré en fait sa jeunesse, mais comme la thématique est intéressante, voilà, on arrive à le trouver partout. Adrien, il fait quelle taille votre fonds? Et là, par contre, j'imagine que comme il est plus ancien, il n'y a pas de doute pour vous trouver. Il est partout. Effectivement, donc très bonne réponse. Le fonds a 12 ans et il est référencé dans toutes les compagnies d'assurance. Il y en a 2 un peu moins utilisées que je ne citerai pas, qui ne l'a pas encore référencé, mais il a toutes les caractéristiques pour pouvoir y rentrer. Il est dans tous les grands contrats que vous utilisez. Il est également accessible en compte titre, en contrat luxembourgeois. Vous avez une part qui capitalise les coupons. Et une part qui va distribuer trimestriellement. Donc, c'est un fonds qui peut intéresser certains investisseurs de ce type qui cherchent à toucher du revenu parce que quand actuellement vous embarquez environ 7 de yield to maturity, il y a à peu près 6% de coupons. Donc, c'est 1,5% tous les trimestres. Donc, c'est pour certains qui cherchent des holdings ou autres qui cherchent à toucher du revenu. Ça peut être intéressant, mais il est vraiment référencé partout. Et si jamais il y a des contrats où vous ne le trouvez pas, on sera ravis de faire en sorte de le rendre accessible. Voilà, et le fonds fait 3 milliards, mais effectivement, parce qu'il a 12 ans et il est investi par de multiples investisseurs, tous segments, et en Europe, aux États-Unis, en Asie aussi. Donc, on a pas mal de porteurs de ce fonds. Et c'est aussi bien, on va dire, des particuliers dans des contrats d'assurance, des mandats de gestion, des fonds de fonds, parce que justement, il apporte ce rendement, il apporte cette seniorité plutôt défensive que recherche un investisseur sur le long terme, et quelqu'un qui va construire une allocation d'actifs, parfois un peu plus technique, va l'impliquer avec d'autres fonds pour sa décorrélation.
Alors, par rapport à ce que vous avez dit et nos échanges, moi j'ai envie de partager avec vous à chaud mes conclusions. Je vois plus le fonds de Rodolphe, le fonds d'Ecofi, comme un accélérateur de performance à travers une unité de compte pour qu'on puisse bénéficier encore des taux majorés de fonds en euros. Et vous, Adrien, je l'imagine aussi dans la tranche complémentaire, je dirais, du recyclage des fonds datés qui sont arrivés à échéance ou qui vont arriver à échéance ou qui n'ont quasiment plus de jus parce que, je dirais, la performance, elle s'est faite beaucoup plus rapidement. Ouais. Et ce que je retiens, ce que je retiens aussi, c'est que Rodolphe, dans votre fonds, il y a une thématique, moi, qui me parle, et je pense que je ne dois pas être le seul, sur cette notion de souveraineté, qui est stratégique. On a parlé au sein de Patrimeta dans le passé de financement, y compris de fonds actions liés à la souveraineté. Et je trouve que ce qui est intéressant, comment dire, dans votre offre, c'est qu'on peut aussi contribuer à cette thématique-là à travers l'obligataire. Donc, en résumé, un bon compromis entre j'ai une poche en euros de fonds boostés, le cran du dessus, j'ai un fonds à échéance presque fixe, on va dire flexible, sur une thématique intéressante. Et puis, avec vous, Adrien, j'ai un complément de performance qui vient s'incrémenter sur la tranche du dessus pour recycler notre stock de fonds datés tout en ayant compris que la qualité de signature, je dirais de ces obligations, compte tenu de leur sérénité, elles sont mieux, elles sont plus protectrices pour le client. Pascal, est-ce que tu veux bien, avant qu'on passe sur les questions qu'il peut y avoir, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on trouve ou pas, les solutions de Rodolphe, Ecofi et d'Adrien, MNJ, sur la plateforme Patrimeta? Oui, bien sûr. Alors, donc, je comprends aussi que, Cédric, vous allez être obligé de changer vos convictions qui viennent de sortir à l'instant. Je ne sais pas si on pourra réenregistrer les convictions pour le 4e trimestre très rapidement, puisque je crois qu'elles ont été publiées maintenant. Mais en tout cas, effectivement, on peut noter que vous venez de découvrir des solutions qui peuvent apporter un plus à vos différents types d'allocations. Et soit dit en passant, non mais je me permets d'insister, soit dit en passant, non, je trouve qu'à chaque fois cet exercice que vous nous proposez, l'animation de vous tous, société de gestion et tout à Pascal, c'est que non, je trouve que c'est un bon exercice parce que ça nous permet de changer notre quotidien et d'aller se creuser, d'aller chercher sur le site, sur la plateforme, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle activité. Et moi, pour ma part, compte tenu de la jeunesse du fonds Ecofi, Rodolphe, je n'en avais pas entendu parler il y a 15 jours, 3 semaines, donc c'est bien. Bon, Adrien, c'est un autre sujet, c'est un fonds qui était, qui est très connu et je trouve que notre échange, pour ma part, moi, elle me permet, de remettre en cause mon mode de fonctionnement. Voilà. Merci en tout cas. Donc Pascal, où est-ce qu'on trouve ces fonds? Je pense, ou j'espère en tout cas, que vous avez devant vous la page bien connue de Patrimeta aujourd'hui, avec les 2 fenêtres classiques sur à la fois les exposants qui sont maintenant en nombre sur Patrimeta, pas encore assez suffisamment, mais on y travaille énormément, hein, puisqu'on a fait rentrer un certain nombre d'exposants au cours des dernières semaines, et vous aurez plaisir à les retrouver. Et puis, on a les grandes rubriques où vous allez retrouver notamment les convictions dont on parlait tout récemment, et puis les différentes conférences que vous pouvez voir en replay. Alors, parlons du sujet d'aujourd'hui. Je vais sur effectivement les exposants Patrimeta, je regarde les exposants société de gestion. Je vais retrouver l'ensemble des stands qui sont présents aujourd'hui sur Patrimeta, et je cherche un fonds daté. Et l'avantage sur Patrimeta, c'est qu'on peut avoir une classification
qui soit très facilement accessible et un peu décorrélé de ce qu'on retrouve habituellement sur les autres bases de données. Et comme vous le voyez, on a une rubrique qui s'appelle fonds à échéance. Il suffit de cliquer dessus. Le fameux concierge. Voilà, notre petit concierge. Il suffit de cliquer dessus et puis on va retrouver l'Ecofi Optime 31. Il suffit de cliquer sur ce document. Vous allez avoir une présentation rapide du produit, une petite vidéo qui vous explique rapidement le fonctionnement du fonds à l'oral. Vous allez retrouver très rapidement les différents éléments qui ont été apportés par Rodolphe aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, il convient de cliquer sur les différents points et vous allez retomber sur les informations qui sont distribuées par le site d'Ecofi sur le produit. Bien évidemment, si vous voulez... Est-ce que ça marche pareil aussi sur MNJ ou pas? Ah bien sûr, Adrien, on peut aller directement sur MNJ. J'ai une question qui est, enfin, j'espère intéressante, mais un investisseur, parce qu'on voit toujours cette classification de fonds à échéance. Donc, on voit avec des échéances qui sont parfois un petit peu flexibles, qui peuvent s'adapter, c'est très bien, parce que le marché évolue. Mais un investisseur qui va sur un fonds à échéance, il cherche une maturité ou il cherche un rendement qu'il va figer? J'ai l'impression qu'il cherche un rendement. Pour moi, je dirais plutôt un rendement. Voilà. Pour moi, c'est un rendement. Merci. Alors, nous sommes sur la page et sur le stand de MNJ. Alors, bon, si vous voulez parler avec Adrien, donc vous pouvez lui laisser des messages, voire même s'il est sur le site, entrez directement en visio avec lui et lui poser toutes les questions et vous réexpliquer le fonctionnement du produit qu'il nous a évoqué aujourd'hui. Lorsqu'on recherche dans les produits qui sont proposés par MNJ aujourd'hui, vous allez retrouver l'ensemble de ces produits, dont le fonds Global Floating Rate High Yield Fund, dont il nous a évoqué tout à l'heure tous les avantages et les atouts en matière d'allocation. Et pour aller encore plus loin, il suffit d'aller voir les vidéos et vous allez avoir une présentation puisque Adrien a été interviewé par un grand média auprès pour les conseillers en gestion de patrimoine et vous retrouvez son interview directement d'une façon explicite. Donc l'intérêt bien sûr de la plateforme, c'est que vous avez une vision exhaustive de toute l'information diffusée en toute indépendance, puisque vous avez des outils aujourd'hui avec l'IA qui vous permettent de sélectionner non pas l'information, puisque c'est l'IA qui vous les sélectionne de façon complètement rigoureuse et indépendante. Ce n'est pas de l'information qui est poussée, c'est de l'information qui est indépendante et qui vous permet effectivement de préparer au mieux vos interventions avec vos clients finaux. Voilà, je ne vais pas aller plus longtemps sur cette présentation de la plateforme que vous connaissez maintenant très bien, mais vous retrouvez effectivement les produits que l'on évoque dans l'ensemble de nos conférences. Est-ce que, entre-temps, est-ce qu'il y a eu des questions, Pascal? Alors, il faut que je le jongle sur 3 écrans en même temps, ce qui est normal pour quelqu'un qui travaille sur du digital. Alors, je vais sortir de mon partage d'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, alors, on a un ensemble de questions qui portent sur une thématique qui est les risques associés à ce type de gestion, en fait. Donc, bon, c'est vrai que le risque, aujourd'hui, on en parle beaucoup, surtout lorsqu'on a un contexte économique aussi volatile, et puis jonché d'incertitudes économiques. Et donc, c'est... SRE2. Ouais, mais c'est les risques associés et puis surtout les taux de défaut qui sont associés au type de ligne en portefeuille. Et donc, la question tourne autour des anticipations, la façon de gérer ces lignes au sein de vos portefeuilles et de vos gestions. Taux de défaut, est-ce que, messieurs, vous avez, je crois qu'il y a un taux de 2% qui a été évoqué tout à l'heure, je crois par Adrien. Est-ce que, Rodolphe, des infos là-dessus? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Quand on regarde dans le marché, on peut, en Europe, on est sur entre 2 et 3%, on oscille entre ces niveaux-là. À peu près la même chose pour les
pour les États-Unis, au final, historiquement, si on enlève les épisodes de volatilité, ça reste sur ces niveaux-là. Nous, le fait qu'on reste flexible dans la gestion du fonds, on ne va pas vraiment subir le défaut, dans le sens où déjà on sait de nos équipes d'analyse qui nous permettent aussi d'être flexibles sur ça et d'anticiper les émetteurs qui peuvent être chahutés. Et on ne va pas non plus forcément trop bas dans les notations, même si on fait du high yield à environ 40%, on n'a pas des notations triple C dans le portefeuille. Et si un émetteur commence à avoir à être dégradé par les agences, vu que l'on a des analystes qui eux aussi notent en interne, généralement on le sait un peu en avance, et ça nous permet d'être flexible et de vendre et d'aller sur d'autres émetteurs pour éviter tout défaut. Et vous, Adrien? Sur le taux de défaut, ou comment on va gérer ça? Taux de défaut, oui, tiens. Le taux de défaut sur l'investment de grade, c'est ce que j'expliquais, c'est 2%. Sur le high yield, ça va être un peu plus variable. On peut monter plutôt à 3,5%, 4,5%. Et surtout, c'est ce qui va être le plus sensible dans un scénario négatif. C'est là où, je le répète, on fait extrêmement attention déjà en analyste interne. Donc, on a des moyens importants. Nous, on couvre 98% du high yield européen en interne, qu'on va noter nous-mêmes avec notre propre méthode de notation. C'est-à-dire, on ne va pas du tout s'en remettre aux agences de notation, parce que si on prend l'exemple de la France, qui est un très beau pays, mais qui se dégrade un petit peu au niveau de sa dette, ils viennent à nouveau d'être dégradés. Mais ça fait 30 ans qu'on sait que financièrement, au niveau du budget, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, nous, on ne s'en remet pas aux agences de notation. On va analyser ça de façon à prendre les bonnes décisions. Et aussi, de temps en temps, quand une société est dégradée par une agence de notation, justement, c'est le coup près qui lui tombe dessus. Et parfois, le mal est déjà fait et la société reprenait une trajectoire bonne. Donc, c'est là où l'analyse va être importante. Nous, on a un taux de défaut qui est de 0,3% dans le fonds Global Floating Rate High Yield. Donc, par rapport au taux de défaut du high yield qui est plutôt à 3%, sur le high yield, la taux variable, on est très nettement en dessous. Et surtout, je le répète, mais la seniorité qui garantit le taux de recouvrement, c'est-à-dire qu'une obligation à yield classique, c'est 20-30% de seniorité, donc c'est un recouvrement en moyenne de 5-10% des dettes qui font défaut, alors que sur le high yield à taux variable, la seniorité elle est à 80-90%, et vous avez un taux de recouvrement qui monte donc en moyenne historique à 75-80% de la dette. Donc c'est là où, au-delà d'aller risquer le taux de défaut, c'est quelle garantie vous avez en face quand ça se matérialise. Et on risque, on peut rentrer dans cette phase. Merci Adrien, merci Rodolphe. Pascal, est-ce qu'on a fait le tour par rapport aux questions ou il y a d'autres choses? On a fait plus que le tour. Je pense que c'est très, très précis. Merci en tout cas Rodolphe, Adrien, pour toutes ces explications très précises et très explicites. Donc, on espère toujours chez Patrimeta que cela pourra apporter aux conseillers, d'une part, une information qui soit juste, qui soit indépendante, qui soit rigoureuse, pour effectivement adopter vos allocations aux besoins et aux attentes de l'ensemble de vos clients et à leur profil. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, surtout. Merci Cédric d'avoir animé avec brio, comme d'habitude, mais je ne sais même pas pourquoi je l'évoque, puisque c'est une généralité. Ce débat particulièrement intéressant. On a une prochaine conférence qui aura lieu dans une quinzaine de jours, donc vous allez recevoir par les canaux habituels cette thématique qui sera bien sûr complètement différente. Et puis, merci encore à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Eh bien, bonne fin de matinée. À très bientôt. Au revoir. Merci Cédric, merci Pascal. Merci Adrien. Au revoir.